Thème 2 d'Histoire de 3e, des États face aux crises, 1919-1945. Première partie, le régime stalinien, un régime né de la guerre. En 1917, en Russie, les communistes, emmenés par Lénine, renversent le gouvernement provisoire et prennent le pouvoir. Lénine instaure à ce moment-là un gouvernement communiste, une dictature, qui va se renforcer pendant la guerre civile jusqu'en 1921. À sa mort en 1923, Staline devient chef du parti communiste et va installer une dictature qui va durer jusqu'en 1953. Bien plus qu'une dictature, c'est un régime totalitaire que Staline met en place. Il confisque tous les pouvoirs et n'hésite pas à éliminer tous ses opposants ou supposés opposants. Il met en place en fait un régime totalitaire avec deux axes, la propagande et la terreur. La propagande consiste en un ensemble de pratiques visant à encadrer une société pour la convaincre de la supériorité d'une idéologie, d'une politique ou d'un personnage. Staline a abusé de la propagande pour construire son image et construire son régime comme étant le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire des régimes et que ses choix politiques étaient toujours les meilleurs. Parallèlement, Staline et ses hommes mènent une politique de terreur. Les Russes vont être suspectés, surveillés par les polices politiques, et des millions de Russes ou d'opposants, supposés opposants, vont être arrêtés, torturés, interrogés et envoyés dans les goulags. Staline n'hésite même pas à exécuter ses propres compagnons d'armes de la révolution de 1917. Le goulag va constituer un immense camp qui va permettre notamment à Staline d'avoir une main-d'œuvre pas chère, puisqu'elle est à peine nourrie, pour ses grands travaux. Deuxième partie, le régime hitlérien, une réponse à la crise de 1929. L'Allemagne est une démocratie depuis 1919. Elle va connaître une très grave crise économique en 1929, puisque le nombre de chômeurs atteint 6 millions en 1932. La crise économique va profiter aux partis extrêmes, comme le parti nazi et le parti communiste, et aux élections de 1932, Hitler et son parti obtiennent plus de 30% des voix, suffisamment pour être nommé chancelier en janvier 1933. Il instaure un régime dictatorial, un régime totalitaire, reposant sur les deux principes vus précédemment. Tout d'abord, une intense propagande. On voit ici sur des grands rassemblements où il martèle des discours simplistes qui fonctionnent. La police politique, comme la Gestapo, va mener une véritable terreur en Allemagne. Les opposants seront arrêtés, torturés, interrogés et déportés dans les camps de concentration. La spécificité du régime nazi est son antisémitisme, sa haine des juifs. En 1935, les lois de Nuremberg séparent la population juive du reste de la population allemande. La crise économique n'est pas la seule raison de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. N'oublions pas le traité de Versailles en 1919 qui a profondément humilié l'Allemagne et qui en a fait le seul responsable de la guerre. Hitler a pour programme de mettre fin aux clauses du traité et de rendre à l'Allemagne sa grandeur, ce qui conduira à la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Troisième partie, 1936, le Front populaire en France. Au début des années 30, la France traverse de graves difficultés économiques et politiques. Le chômage progresse. Le gouvernement radical, noyé dans les scandales financiers, n'a pas de vraie majorité à la Chambre. Les ligues d'extrême droite anti-parlementaires profitent de cette situation de crise. Le 6 février, elles descendent par milliers dans la rue et manifestent devant la Chambre des députés. L'émeute éclate. Elle durera toute la nuit. Au petit matin, on compte 17 morts et 2300 blessés. L'émotion est immense. Ces événements vont bouleverser le paysage politique du pays. 14 juillet 1935. 500 000 personnes dans les rues de Paris. Le succès de la journée de Front populaire encourage communistes, socialistes et radicaux à élaborer un programme commun à l'approche des élections. De l'unité d'action réalisée depuis 1934 contre les ligues fascistes, Thorez, Blum et Ramadier décident de passer au stade supérieur de la gauche unie. Au premier tour des élections, le 26 avril, les désistements réciproques entre communistes et socialistes permettent le 5 mai la victoire électorale du Front populaire. Plus nombreux, les socialistes prennent le gouvernement. Les communistes hésitent à participer. Finalement, ils choisissent le soutien sans participation. Le 11 mai, la première grève éclate. Elle fait tache d'huile. L'agitation s'alimente de l'espoir de changements immédiats que le succès électoral a fait naître. Pour la première fois, les ouvriers occupent leur usine jour et nuit.
Le 7 juin, Blum convoque patrons et syndicats. Les accords Matignon sont signés dans la nuit et c'est l'explosion de joie. Les concessions vont plus loin que le programme de Front Populaire. Les salaires, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives, les délégués du personnel. Quatrième partie, la France dans la crise de la défaite de juin 40 et ses conséquences. En septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne nazie débute sur le front Est, alors que les Français adoptent une stratégie défensive, retranchée derrière la ligne Maginot, réputée infranchissable. Peu de combats, quelques rares escarmouches. C'est ce qu'on appelle alors la drôle de guerre. Mais en mai 1940, les choses s'accélèrent et les troupes allemandes lancent la guerre éclair, le Blitzkrieg. En supériorité numérique et mécanique, elles enfoncent les lignes françaises. En un mois, la moitié nord de la France est envahie par les troupes du Reich. Paris est livré sans combat. Affolés par cette invasion, plus de 8 millions de civils prennent la route, fuyant devant les bottes allemandes. C'est l'exode. Ayant quitté Paris occupé et replié à Bordeaux, le gouvernement français se divise alors sur la conduite à tenir. Poursuivre le combat bien mal entamé au risque de connaître une hécatombe, ou abdiquer et limiter les pertes. Le maréchal Pétain, héros de Verdun et sauveur de la France, alors appelé au gouvernement, devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Nous sommes le 17 juin 1940. Son idée, arrêter les combats et demander la signature de l'armistice. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le dessein de la patrie. C'est chose faite 5 jours plus tard, puisque l'armistice est signé le 22 juin 1940 dans des conditions très dures pour la France. En effet, une moitié nord et ouest de la France est déclarée zone occupée par l'Allemagne. L'Alsace et la Moselle sont annexées au Reich. Les troupes allemandes doivent être entretenues à la charge de la population française. La République est comme foudroyée par la défaite. Mais de l'autre côté de la Manche, le jeune général de Gaulle exilé à Londres adopte quant à lui une autre posture. Et refusant la défaite, le 18 juin 40, il lance un appel radiodiffusé à la résistance. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres. Deux attitudes vont être adoptées, celle de Philippe Pétain et de son gouvernement, qui va mettre en place une politique de collaboration avec l'Allemagne. La deuxième attitude est celle du général de Gaulle, qui choisit lui, depuis Londres, de résister à l'occupation. Prochain thème d'histoire, le monde depuis 1945. Mais ceci est une autre histoire.